Les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit décor inhabituel, je suis pas chez moi, je suis parti en week-end retrouver la famille et les proches. Ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Par contre, quelque chose qui fait un peu moins de bien, c'est la victoire du Barça hier. Ils étaient menés à 0, ils sont revenus à 2-1, sans trop de surprise contre le dernier de Liga, Valladolid. Et aujourd'hui, heureusement, la victoire du Real, 3-2. C'était difficile, c'était compliqué, mais l'essentiel, c'est les 3 points. On va revenir un petit peu sur les deux matchs. On va faire deux débriefs en un. Voilà, on va revenir sur le match du Barça et du Real. Le Barça qui, eux, ont pas mal fait tourner. Ils ont la Ligue des Champions qui arrive mardi contre l'Inter, le match retour, un match important. Et ils sont déplacés hier, ils ont pas mal fait tourner. Il y avait du Christensen qui a pas beaucoup joué, du Hector Fort, Martin qui était à gauche parce que Baldé n'est toujours pas revenu. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera toujours pas là aussi pour le match de l'Inter apparemment. Ensuite, tu avais quand même Pedri qui était là avec Gavi, et il me semble que tu avais Fermin, Pau Victor devant, un Ansu Fati titulaire. Il y avait le petit jeune Rodriguez, il me semble, Dani Rodriguez, si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires. Et au retour de Ter Stegen aussi, donc une équipe vraiment remaniée. Pas l'équipe qu'on a l'habitude de voir du Barça. Un match un petit peu piège au départ, un petit peu compliqué. Le Barça a quand même la maîtrise du ballon, hein, comme d'habitude, avec des joueurs de ballon, Pedri, Gavi qui font le jeu au milieu de terrain, mais tu dois vite être mené avec ce centre ou ce centre-tir un peu dévié par Araujo et ça lobe Ter Stegen. Ter Stegen qui, quand il revient, il y a des photos, j'ai vu des photos tourner sur Twitter, mais Ter Stegen avec ces gestes-là, mais c'est souvent, il y a des photos, et il est surtout sur les photos de famille, sur des buts gag un petit peu, et c'est encore un but gag. Bon, il y peut pas grand-chose en vrai. Le ballon est contré, ça lobe. Je sais pas s'il peut faire mieux, je crois il saute avant, mais il se fait quand même lober. Donc au final, Ter Stegen, de retour, se prend un but gag. Vous-même, vous savez, les Barcelonais, c'est compliqué avec Ter Stegen. Même si en vrai, moi, je trouve que c'est un bon gardien. Ensuite, tu as eu Ansu Fati devant qui a essayé. Et à un moment, en première mi-temps, il fait une jolie frappe qui est sortie, mais je trouve que c'est insuffisant pour Ansu Fati. C'est compliqué pour lui. Est-ce qu'il va retrouver son niveau? On sait qu'il a une perte de confiance. C'est mental aussi, avec toutes ces blessures qu'il a eues, etc. Il est encore jeune. Je pense qu'Ansu Fati, s'il veut retrouver un peu un semblant de niveau, du rythme, ou essayer d'être, comment dire, impactant dans les rencontres, décisif, il va falloir qu'il parte du Barça. Il n'y a pas la place pour lui avec Rafinha, Yamal, Lewandowski, il y a un Olmo, il y a un Firmin encore qui tourne dans la rotation. Je pense que pour Fati, il va falloir être prêté, aller jouer dans un autre club, en Liga, ou peut-être en Liga, je pense que ça peut lui correspondre, et qu'il retrouve du temps de jeu, qu'il fasse au moins, je sais pas, 20, 30 matchs dans la saison, parce que là, tu as des bouts de match et ça ne te suffit pas pour essayer de te montrer et retrouver du rythme et un semblant de niveau. Parce que c'est un bon joueur, on sait ses qualités, mais c'est avant tout mental avec toutes les blessures qu'il a eues, et un joueur, pour qu'il performe, il lui faut du rythme. Donc le Barça a vite mené 1-0 à la mi-temps, le Barça qui n'a pas su trouver les solutions. T'as Yamal qui est rentré juste avant la mi-temps parce qu'il y a eu une blessure, je sais plus qui c'était. Et c'était le Dani Rodriguez, il me semble, le jeune qui part avec strappé, à mon avis c'était l'épaule. Il m'a fait un peu de la peine sur l'image, c'était son premier match en plus, c'était un jeune de la Masia je crois. Et du coup un peu de peine quand même pour les jeunes joueurs comme ça, c'est jamais évident de les voir sortir blessés, surtout pour leur premier match. Donc Yamal qui rentre plus tôt que prévu, à mon avis c'était pas prévu qu'il rentre aussitôt. À la mi-temps, tu fais des ajustements, donc tu sors Pedri, tu le préserves, tu fais rentrer De Jong, ça il me semble que c'était prévu, je pense, de faire jouer 45 minutes pour l'un et pour l'autre. Et ensuite, tu as Rafinha qui est rentré aussi. Bah là, tout de suite, c'était autre chose. Rafinha, De Jong, Yamal, là, tout de suite, ça se connecte, c'est beaucoup plus dangereux. Et Yamal, bah, encore une fois, ce gamin, les gars, Yamal, c'est... Je dis ce gamin parce qu'il a 17 ans, mais quand il joue, c'est pas un gamin. C'est un papa mature dans son football. C'est un mec qui a 10 ans de carrière. Parce qu'en fait, souvent on parle de Yamal, ouais, les dribbles, les gestes fantasques, les passes, les... Moi, surtout, ce qui m'impressionne, c'est les choix. C'est les choix et les décisions qu'il prend dans les matchs. Il est très intelligent, déjà hyper mature pour son jeune âge. La saison dernière, il fait une saison, il avait 16 ans, il fait un Euro stratosphérique, il joue un petit peu en Liga, et là, il a une saison complète. On va dire que c'est sa première saison complète en Liga. Mais honnêtement, les décisions, le QI football, le choix, quand il faut la donner, quand il faut revenir, quand il faut centrer, quand il faut faire un extérieur du pied, il est incroyable. Franchement, dans ses choix aussi, sans parler forcément de sa qualité technique et ses buts, et surtout ses passes. Et ça vient d'une passe. Il fait ce centre, un joli centre millimétré. Araujo est presque à deux doigts de l'avoir, c'est dégagé par le gardien, ça revient dans les pieds de Rafinha, qui lui, les gars, Rafinha, c'est...
Moi, je parlais avec des amis barcelonais et j'avais fait une vidéo avec un pote barcelonais. Elle est sur la chaîne si jamais on parlait des ballons d'or. Et on se disait, Rafinha, il est en surchauffe. On comprend pas. Il va pas tenir ce niveau toute la saison. Et là, il est encore là, les gars. Il est encore là au mois d'avril, au mois de mai. Il se tape encore. Et lui, il veut les titres, il veut son ballon d'or. Il a jamais été aussi près. Et peut-être que ça arrivera plus. Peut-être que la saison prochaine, il sera un peu moins bon, il sera moins décisif. Là, les gars, il est en lévitation, il nage. Il nage, il vole, tout ce que vous voulez. Le mec, tout ce qu'il touche, ça finit dans les filets, ou c'est une passe décisive, ou c'est un but. Parce que des fois, dans le match, tu le vois pas trop. Il a eu un moment de moins bien, un petit peu, un petit creux, mais il est toujours décisif par une passe clé, une passe D, une frappe. Et là, bah, en fait, il est au bon endroit à l'entrée de la surface, il contrôle, frappe du pied droit, ras le poteau, ça rentre, il égalise et il remet son équipe dans le droit chemin. Rafinha, les gars, c'est un cisario en fait. Le mec, c'est un cisario avec sa dégaine, avec ses tresses, sa coupe, c'est un cisario. Le mec, il est là pour faire des règlements de compte sur le terrain. Vraiment. Des règlements de compte sur le terrain. C'est un tueur à gages. C'est un tueur à gages sur le terrain. Et il est là, lui, en fait, il est là pour marquer, être létal. Une passe D, un but. Tu ne le vois pas dans le match, mais il est là, il fait mal. Et là, il fait mal. Et on l'a vu, hein, dans les grands matchs, il fait très mal. Il est souvent décisif. Et on l'a vu contre l'Inter aussi. Ça frappe, là. Il envoie son coup de pétard qui pète la barre, ça rentre. Il avait mis la tête, la remise pour Ferran. Franchement, Rafinha, s'il continue comme ça, si ça va au bout, si ça fait le triplé ou quoi pour le Barça, attention ballon d'or à Rafinha. C'est fou hein, de dire ça, mais cette saison, les stats, ils parlent pour lui. Donc ça fait un but partout. Et derrière, bah voilà, ça continue à pousser, hein, avec De Jong qui fait le jeu au milieu de terrain, avec Gavi qui est sorti sur blessure, je ne sais pas s'il est blessé, un petit peu fatigué. C'est vrai que en soi, la profondeur du banc du Barça, elle n'est pas exceptionnelle. Ils sont peut-être 14-15, il y a un groupe de 14-15 où ils tournent ensemble. Il y a Fermin dans la rotation, il y a Olmo. Olmo que je trouve pas très très bon ces derniers temps, même si c'est un joueur, lui c'est pareil, c'est un tueur à gages aussi. Avec sa tête de tueur, il est là, il vient, il fait mal dans la surface. Mais Olmo, lui, c'est petit périmètre. Quand il y a des grands espaces, quand il faut prendre la profondeur, c'est pas pour lui. Et quand c'est petit périmètre, il arrive à s'en sortir. Mais ces derniers temps, je le trouve pas exceptionnel, vraiment. Du coup, bah, quelques minutes plus tard, je crois 7 minutes, en 7 minutes, il y a l'égalisation. Et ensuite, il y a ce centre de Gérard Martin. On a beau le critiquer, hein. Gérard Martin, moi, je suis pas fan du tout de ce joueur. Je le trouve pas exceptionnel. C'est un bon joueur de Liga, mais de là à avoir le niveau titulaire au Barça, non, Baldé lui met une vitesse, les gars, largement. Et là, pour le coup, il est homme du match en plus. Il fait ce centre, un centre parfait, qui prend de court toute la défense de Valladolid, un centre en retrait et Fermin, la qualité de reprendre ce ballon à une touche. C'est pas évident, un mauvais pied. Et pareil, ça part petit filet, 2-1. Bon, après, voilà, le Barça était en gestion. Valladolid, ils ont peut-être eu une contre-attaque ou deux. Ils ont peut-être fait peur un petit peu au Barça, mais sans plus. Le Barça a géré. Araujo a fait quelques retours derrière. Mais voilà, victoire du Barça, 2-1. L'essentiel, c'est les 3 points pour eux. Et on va passer au match du Real aujourd'hui. Le Real qui se représente à domicile avec son 4-4 de losange. On est au mois d'avril. Ancelotti l'a peut-être enfin compris, mais je ne sais pas. 4-4 de losange avec Bellingham toujours en 10, Arda Güler et Ceballos avec Valverde. Donc plutôt Ceballos en point de basse, pardon. Ceballos en point de basse, je vais y arriver. Valverde, Arda et Bellingham en 10. Derrière, Tchouaméni qui doit jouer défenseur central parce qu'il y a une pénurie de blessures derrière. Il n'y a plus de joueurs hein, derrière, c'est terminé. Hein. On a Fran Garcia qui est toujours là, Lucas Vazquez, on est obligé de le mettre. Asensio, Tchouaméni. Tchouaméni, quand il joue défenseur central, moi je suis pas fan, je le préfère vraiment au milieu. Tchouaméni, c'est compliqué derrière. Et devant, Vini, Mbappé, Rodrigo aux abonnés absents, soi-disant malade. Moi je pense que Rodrigo, les gars, c'est terminé. Je suis dégoûté, mais je pense que Rodrigo va quitter le Real Madrid en fin de saison. C'est fort possible. Il n'y a peut-être plus de place pour lui, je sais pas. Le 4-3-3, on a essayé cette saison. Il a été bon en fin d'année, novembre-décembre. Après, depuis le mois de janvier, février, il s'est éteint. Et au niveau des stats, pas impactant. Bon, il faisait des efforts défensifs, mais il joue pas à son poste. Il est peut-être pas épanoui. Dans l'ombre des 3 de devant avec Bellingham, Vinicius, Mbappé. Je pense que pour son bien, moi c'est un joueur que je kiffe, mais je pense que pour son bien, peut-être qu'il faut qu'il parte. Qu'il aille jouer à son poste, ailier gauche. Que ce soit Arsenal, peut-être à City ou je sais pas.
Son prix à peu près est fixé à peu près à 100 millions, je pense. Donc il va partir vers ces eaux-là. Mais je pense que ça va être la fin pour Rodrigo. Et je suis un petit peu dégoûté. On n'oubliera pas en tout cas tout ce qu'il a fait. Il est encore là. Peut-être qu'il va rester encore une saison. Peut-être que si Xabi Alonso vient, il aura besoin de lui. Mais la tendance, c'est qu'il parte cet été. Bon, on revient au match un petit peu. Donc la compo, voilà, je vous l'ai présenté. Le match se passait plutôt bien. On sait que dans ce 4-4-2, le Real a un peu plus de maîtrise, c'est un peu plus cohérent. Et on a un peu plus de densité au milieu de terrain. Mais les gars, on a toujours eu les mêmes problèmes, je comprends pas. On se fait ouvrir toujours au milieu de terrain. 1, 2, 3 passes, il y a des espaces. On arrive à ouvrir le score grâce à Arda Güler qui met cette frappe. Il y a un corner qui est joué à 2. Il enveloppe, ça part pleine lucarne. Sa qualité de pied gauche, on la connaît tous. Le Ancelotti, en fait, il a ouvert les yeux. Il s'est dit, tiens, au mois d'avril, en fait, Arda Güler existe. Arda Güler existe au mois d'avril. Et on le fait jouer qu'au mois d'avril, au mois de mai. En fin de saison, quand il reste 4 matchs. C'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage que Ancelotti a forcé avec ce 4-3-3 et n'a pas plus utilisé Arda. Il l'a utilisé en tant qu'ailier, mais c'est pas son poste. C'est plus au milieu de terrain, il peut faire le jeu. Il sait garder un ballon, faire des belles passes, etc. Et là, pour le coup, sa frappe est lumineuse. 1-0, Arda Güler, quand il joue, il fait mal. Il lui faut du temps de jeu. C'est un diamant, il faut le polir. C'est une pépite, vraiment. On a quand même la maîtrise en première mi-temps, je trouve, avec ce 4-4 de Losange, même si par moments on se fait encore un peu peur. Le Celta en face, c'est quand même une équipe qui joue, attention. Hein. Ils savent jouer, ils sont venus nous chercher très très haut en début de match, etc. Et souvent, voilà, le Real est toujours assez bas quand on n'a pas le ballon. C'est un bloc bas, on ne presse pas, on ne sait pas le faire de toute façon. Toute la saison, on l'a vu. Le Real n'a pas un pressing cohérent. On ne sait absolument pas faire ça. Et quand on essaye de le faire, bah, c'est à contre-temps. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de coordination dans ce pressing. Et souvent, on se fait ouvrir. C'est arrivé plusieurs fois dans le match. Mais voilà, sur une contre-attaque, il y a une passe de Bellingham, il semble. Et Mbappé qui part, qui fixe son défenseur. Il arrive à mettre cette frappe. Il glisse un petit peu. Mais elle part, petit filet, elle n'est pas vraiment lucarne, mais elle est sèche, elle ne tourne pas. 2-0, Mbappé qui plante, Arda qui marque. Tout va bien. Tout va bien, le Real Madrid, 2-0 à la mi-temps, on est bien. Il faut gagner absolument parce que le Barça a gagné la veille pour rester à distance avant le Classico. On revient en deuxième mi-temps. Pareil, ça joue, etc. Pas trop de changements, il me semble qu'il n'y a pas de changement. Arda Güler qui se retrouve en position centrale, hein, comme il aime bien, dans l'entrejeu. Et là, sur une prise de balle, il voit l'appel d'Mbappé, la passe magnifique. C'est ça que j'aurais aimé voir cette saison, cet appel d'Mbappé, la passe de Arda dans l'entrejeu. On l'a pas assez vu, on l'a vu un petit peu avec Bellingham, mais Arda, je trouve qu'il a plus cette qualité de meneur de jeu, de passeur. Il a ce flair, il a cette vista. Bellingham, il l'a aussi, mais je trouve qu'il serait même un peu meilleur en tant que 8, un peu plus bas. Moi, je mettrais plus Arda en 10 et Bellingham un peu plus bas sur un côté avec Valverde. Valverde qui fait encore ses courses, hein, c'est un cheval. Et plus bas, un Ceballos ou un Tchouaméni. Donc cette passe magnifique. Et Mbappé se l'emmène du pied droit, frappe du pied gauche. Juste besoin de cadrer, de croiser. 3-0. On plie, c'est emballé, c'est pesé. 3-0, tu poses la manette, c'est terminé normalement. Normalement, c'est terminé. Mais non, ce Real, en fait, se met toujours en difficulté. Bon, il y a eu des faits de jeu aussi. Hein. Il y a eu une faute sur Mbappé où il y a un carton jaune. Pour moi, ça mérite presque un rouge, en vrai, parce qu'il part au but. Bon, je sais pas s'il peut récupérer le ballon. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent un jaune. Mais quand même, ces derniers défenseurs, il y a une grosse faute. Pour moi, ça mérite un carton rouge. Il y a Bellingham qui fait une grosse faute aussi. Je crois qu'il prend un jaune. Je sais pas s'il peut prendre rouge. Il faut revoir les images, mais faute vulgaire. Il y a ce corner. Il y a ce corner où il n'y a jamais corner. Et donc, le Celta récupère un corner inexistant. Centre, il y a une talonnade bizarre, une remise. Ça arrive vers la ligne de la cage. Il y a Vasquez qui sauve un peu n'importe comment. Ça revient dans les pieds d'un joueur de Vigo. 3-1. Ça relance le match. Sur un corner inexistant, encore une fois. Les arbitres en Liga, de toute façon, bref, on va pas faire une grosse parenthèse arbitrage parce que je pense que cette saison, on en a assez parlé. Du coup, bah, le Vigo se remet dans le match. Ils ont quand même quelques occasions. Hein. Il y a Iago Aspas qui rentre. On connaît, c'est une terreur ce mec-là, hein, vraiment. Et ça n'a pas manqué. 1 minute plus tard, il met cette passe délicieuse entre les lignes. Pas d'hors-jeu. Frappe croisée, 3-2. Moi, je regardais le match ici avec mon frère. Et mon frère qui est pour le Barça, il me dit vous êtes vraiment nuls. Vous êtes vraiment nuls. Vous prenez 2 buts. Et ça va finir en 3-3.
Et pour le coup, oui, il avait raison, on est vraiment nul. On ne sait pas tenir un score. Quand tu as 3-0, tu vas pas chercher le 4e ou le 5e. Tu joues en dilettante. À l'heure de jeu, déjà, il y avait des espaces. Vini qui faisait des différences, qui perdait le ballon, qui restait devant. Mbappé qui revenait en marchant. Bellingham, avec tous les efforts qu'il fait, il ne peut pas être devant, être derrière. À la 50e ou la 60e, il avait déjà les mains sur les genoux. Ça a été un gros problème cette saison, tout ça, les gars. Ça a été un gros problème, les efforts, la gestion des efforts, etc. Les attaquants qui défendent pas ensemble. On n'a pas un bloc équipe, équipe coupée en deux. Et là, tu te retrouves avec un 3-2. Tu te mets en difficulté. Derrière, il y a une occasion. Les joueurs de Celta, ils trouvent un joueur au milieu de terrain qui fait une talonnade, ça part en profondeur. La frappe, c'est contré par Courtois. Le ballon tourne un petit peu, s'arrête devant la cage, devant la ligne. Ah mais là, mon cœur, il s'arrêtait. J'étais sur le canapé, j'en pouvais plus. J'en peux plus cette saison de cette équipe. Vraiment, 3-0. Comment tu fais pour te retrouver dans cette situation? C'est dingue! Heureusement qu'il y a tonton Pérez qui a activé la commande pour basculer, incliner un petit peu le stade pour pas que le ballon y rentre. On sait qu'on a refait le stade, il y a des niveaux amovibles, etc. Donc il l'a incliné un petit peu. Heureusement. Sans déconner, un Courtois stratosphérique, j'en ai pas parlé. En première mi-temps, il fait des parades de dingue. On subit trop, le Real subit trop cette saison. Défensivement, c'est catastrophique. Au milieu de terrain, t'as beau mettre 4 joueurs en losange, tu te fais toujours ouvrir. T'as un peu plus de maîtrise quand t'as le ballon, mais le Real sans ballon, c'est une horreur. Le Real sans ballon, c'est une des pires équipes, les gars, vraiment. Et je pèse mes mots. Moi, j'ai vu tous les matchs. Je suis allé même au Santiago Bernabéu. Le Real sans ballon, ils savent pas faire. Ils savent pas cadrer les espaces, fermer les lignes de passe. Il n'y a pas de pressing, il n'y a rien, il n'y a pas de cohérence. Il va falloir retravailler tout ça, vraiment. Dieu merci, ça tient. On a une grosse occasion en fin de match avec Mbappé aussi où il tire au-dessus. Voilà, 3-2. En fin de match, tu souffles, là, tu transpires comme pas possible, même si tu n'as pas joué, parce que ça peut finir en match nul. Et ta Liga, elle est terminée. De toute façon, cette Liga va être très compliquée. Moi, j'ai très peu d'espoir. Il y aura le Classico. Tout dépend. Le Barça, en fait, c'est la saison de la peur. Pardon, c'est la semaine de la peur, plutôt. Là, tu as 2 matchs importants, mais les plus importants de ces 10 dernières années, je crois. Parce que là, tu joues une place en finale contre l'Inter. Tu sais que ça va pas être facile à Giuseppe Meazza et l'équipe de l'Inter qui, peut-être qui va récupérer Lautaro, on ne sait pas. Et ensuite, tu as le Classico pour la Liga. Tout dépend. Le match de Ligue des Champions, ça va te conditionner. Si tu le perds, tu vas arriver avec un mood assez bas. Et bon, après, peut-être que tu vas tout donner pour cette Liga. Si tu gagnes et tu es en finale, bah là, tu peux arriver au Classico avec le torse bombé. Et tu peux encore faire un 4 sur 4. Tu coches un 4 sur 4 contre le Real, contre ton rival. Et là, c'est catastrophique. Mais quoi qu'il arrive, il faut absolument gagner ce Classico pour revenir à un point. Ensuite, les matchs. Je crois qu'on a un calendrier favorable sur les 3 derniers matchs. Et le Barça, il me semble qu'il y a Villarreal, il y a Bilbao. Ça peut être compliqué pour eux parce que ces deux équipes-là jouent l'Europe. C'est pas terminé, c'est pas fini. On espère aller chercher cette Liga avec... Déjà, il va falloir gagner contre le Barça en Classico. Le Barça contre l'Inter mardi. Match hyper important, 3 buts partout au match aller. Baldé ne sera pas présent. Lewandowski peut-être, il me semble. J'ai vu ça. Ça va être un match extraordinaire, une place en finale. Le Barça est capable de le faire hein, s'ils jouent leur football. Par contre, l'Inter, attention à cette faucheuse collective, comme je les appelle. Ils sont très dangereux. Et ensuite, il y aura le Classico la semaine prochaine. Ce sera tout pour ce débrief, les gars. Désolé pour la qualité, l'endroit, etc. On fait comme on peut, mais au moins, je suis là. J'avais envie de faire cette vidéo et d'échanger avec vous. Merci à tous ceux qui like, qui commentent et qui donnent de la force. N'hésitez pas à venir dans les commentaires, on échange. Bien sûr, abonnez-vous. Et puis on se retrouve très très vite pour la Ligue des Champions. Prenez soin de vous. Peace.